compatriotes. Aujourd'hui, la France... L'association Solidarité. Le crime organisé. E chi come noi hanno sempre combattuto. Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur VHT les RCFM pour ce contraste réalisé en collaboration avec Corse Matin. La vague de dégagisme qui a emporté les forces politiques traditionnelles en France en 2017 a commencé en Corse depuis maintenant quelques années. En 2014 avec la mairie de Bastia, suivi en 2015 avec la collectivité territoriale et cette année à l'occasion des élections législatives. Mais ici, point de macronisme triomphant à l'origine de ces bouleversements, c'est le mouvement nationaliste qui a impulsé et capitalisé électoralement cette volonté de changement. Alors ce soir, à contraste, nous recevons une de ces premières victimes de ce dégagisme, entre guillemets, qui ne renonce pas pour autant au combat politique. Il reste d'ailleurs conseiller municipal d'opposition de Bastia. C'est Jean Tsoukarelli. Jean Tsoukarelli, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous vous interrogerons sur toutes ces évolutions politiques, sur les perspectives qui peuvent s'offrir pour la Corse et pour vous-même. Roger Antèche de Corse Matin. Bonsoir, Roger. Bonsoir. Et Alexandre Sanguinet de RCFM, dont je salue le retour. Bonsoir, Alexandre. Vous questionnerons sur tous ces sujets. Mais d'abord, Jean Tsoukarelli, une question plus personnelle. Depuis 2014, vous n'avez plus qu'un seul mandat, c'est celui de conseiller municipal d'opposition à Bastia, je l'ai dit. Que devenez-vous? Est-ce que vous avez repris une activité professionnelle Alors, il s'agit d'abord de 2015, fin 2015, à l'issue des dernières élections territoriales. Mais en effet, j'ai repris mes activités professionnelles antérieures. Après 4 ou 5 années de suspension pour exercer mes fonctions à l'exécutif territorial. Après 3 défaites successives, députation municipale, territoriale, vous n'avez pas eu l'idée à un moment donné de renoncer à la politique, non? Nullement. Nullement. Quand on s'engage en politique, on doit s'inscrire dans la durée, surtout quand on combat pour des idées. Et voilà, il y a des hauts et des bas, il faut savoir accepter ces situations. Et je suis aujourd'hui, certes, conseiller municipal d'opposition, nous y reviendrons à Bastia, mais toujours aussi déterminé pour défendre mes idées pour Bastia et pour la Corse. Alors passons à l'actualité. Cette semaine, ça nous éloigne géographiquement de la Corse, mais pas politiquement, parce qu'évidemment, ce référendum en Catalogne a des répercussions ici. D'abord, votre réaction à ce scrutin et à l'attitude du gouvernement espagnol qui argue de la légalité ou de l'illégalité de ce scrutin pour le contester. Qu'est-ce que... Très clairement, au-delà de l'émotion que peuvent susciter ces images, ces affrontements, je crois qu'il faut en venir à la question de fond. Nous avons, la Catalogne est une région riche, 20% du PIB espagnol, 7,5 millions d'habitants. C'est vrai que c'est la taille d'un petit pays européen. Pour autant, c'est une région autonome et l'État espagnol, eh bien, il est unitaire. Il y a une seule nation, un seul peuple espagnol et par conséquent, il ne reconnaît pas la légalité, la constitutionnalité de ce référendum. Donc on comprend bien que si le gouvernement espagnol avait accepté, fût-il tacitement, ce référendum, il aurait consacré, au-delà du résultat, nous pouvons en parler, du résultat qui aurait peut-être consacré la défaite des indépendantistes, le droit à l'autodétermination, parce que c'est bien cela que recherche l'exécutif indépendantiste catalan, le droit de l'autodétermination. Nous y reviendrons certainement, qui est un droit en quelque sorte imprescriptible, qui quand il est actionné, vous donne la possibilité de l'exercer à tout moment. Mais Jean Tsoukarelli, là, on empêche quand même des gens de voter, tout simplement. Est-ce que ça vous choque pas? On empêchait quelque part des gens de voter avec des policiers qui allaient prendre des urnes dans des bureaux de vote. C'est des images qu'en Europe occidentale, on n'a pas vues depuis... longtemps en tout cas. Mais où il faut revenir au droit. Est-ce que ce référendum pouvait avoir lieu? Était-il légal et constitutionnel? La première des choses, en démocratie, c'est tout de même de respecter le droit et la Constitution, qui est la loi fondamentale du pays. Donc,
ce référendum est illégal. Et l'aspiration des citoyens. Il ne pouvait Ah, mais l'aspiration est tout à fait... Aller voter, ça ne veut pas dire prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Un référendum, à la limite, serait peut-être sanctionné, comme vous l'avez dit, un refus de l'indépendance. Non, mais encore une fois, ce qui est en jeu, il faut bien le comprendre. Je pense qu'il va falloir faire preuve de beaucoup d'explications, puisque ça nous renverra peut-être plus tard sur les questions qui concernent la Corse. C'est que ce droit à voter, en fait, au-delà de voter, de s'exprimer, il peut y avoir des sondages pour exprimer une opinion. Le droit de voter, avec les conséquences qu'il implique juridiquement, à partir du moment où vous demandez à une fraction de la population d'un pays de s'exprimer sur sa volonté de rester citoyen de ce pays ou pas, c'est une question extrêmement lourde et grave et qui ne peut pas être posée impunément. Et pourquoi ce qui est valable, votre raisonnement qui s'applique à l'Espagne aujourd'hui, ne s'est pas appliqué en Croatie, en Bosnie, à l'époque de l'ex-Yougoslavie? On a soutenu les mouvements sécessionnistes là-bas, au prix d'une guerre qui a fait 200 000 morts. Attendez, mais là, on ne va pas refaire l'histoire. Non, mais d'accord, mais pourquoi deux poids, deux mesures dans le raisonnement? Non, il n'y a pas deux poids, deux mesures dans le raisonnement. Ça disait que c'était illégal, hein. Non mais attendez, oui, mais il y avait quand même des réalités, et je ne suis pas là pour défendre l'unité ou l'éclatement de l'ex-Yougoslavie, mais si vous voulez comparer l'Espagne, la France, que sais-je, la Belgique, l'Italie, qui sont potentiellement concernés par ce type de consultation avec l'ex-Yougoslavie, excusez-moi, ce n'est pas vraiment la bonne référence, peut-être ni en termes de démocratie, ni en termes d'histoire commune, parce que la Yougoslavie était somme toute un pays de constitution beaucoup plus récente, qui n'avait que quelques dizaines d'années d'existence, et on veut le comparer avec des nations qui sont multiséculaires, et qui sont démocratiques. Bon, donc je crois que la comparaison s'arrête là. Non, plus sérieusement, je crois que le droit à l'autodétermination, c'est pas uniquement le droit de s'exprimer, de dire ce que l'on pense. Il y a des élections pour cela. Il y a des élections notamment régionales et territoriales. Sur la responsabilité du conflit en Catalogne, et peut-être là on peut établir un parallèle avec ce qui pourrait se passer entre Paris et la Corse. On a quand même eu le sentiment, pendant la crise, mais avant la crise, parce que ça remonte aux années 2010, avec un statut qui a été retoqué, notamment par l'intervention du Parti populaire devant la Cour constitutionnelle, Mariano Rajoy. Oui. On a le sentiment que depuis cette date-là, la réponse de Madrid au problème, au conflit catalan, n'a été que judiciaire et policière. Et à aucun moment, le gouvernement central n'a apporté une réponse politique à l'aspiration des Catalans. Sans quoi, je pense que si les choses avaient été différentes, on n'en serait peut-être pas arrivé à la situation de ce week-end. Est-ce que là, il n'y a pas une leçon à retirer, que le pouvoir central doit aussi apporter une réponse politique aux aspirations des peuples dans ces régions, fussent-elles autonomes Ce sont des régions d'ailleurs déjà autonomes, oui. Mais en 2010, il s'est agi au travers du recours du Parti socialiste ouvrier espagnol devant le tribunal constitutionnel, de dire on était revenu sur un principe qui avait été d'ailleurs acté par les indépendantistes catalans, les nationalistes catalans en 1978 à la création de la démocratie espagnole, c'est-à-dire qu'il n'y avait qu'une nation espagnole. Les Catalans, je ne dis pas les Catalans, les nationalistes catalans de l'époque avaient admis cette constitution, et en 2010, à la faveur effectivement d'une réforme pour donner plus d'autonomie, ce qui peut se concevoir, on avait glissé la nation catalane. Donc très logiquement, le Conseil constitutionnel, appelons-le comme ça, a retoqué cette motion. Mais quand on dit les aspirations... Ça avait négocié avec Convergence et Union à l'époque. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on dit il faut donner comment dirais-je, une réponse aux aspirations. Mais attendez, mais les aspirations, ce sont les aspirations de tous les Catalans ou de certains Catalans? En tout cas, quand on parle de la Catalogne, ils sont au pouvoir en Catalogne. Donc attendez, déjà, ils sont les urnes. Mais ils sont au pouvoir. Mais sont-ils aujourd'hui majoritaires? Ben justement, alors l'occasion d'un référendum saurait montrer s'ils avaient été minoritaires ou non. Mais on sait qu'ils ne sont pas aujourd'hui dans les voix. Pourquoi on ne vote pas alors? Et dans le référendum qui a été organisé, en Écosse, ils ont voté. Il y a eu un recours du Parti socialiste, populaire en l'occurrence, pour dire que cette loi n'était pas légale, puisqu'elle était fondée sur une minorité de suffrages en Catalogne. Vous savez très bien que les mécanismes de désignation dans les assemblées font que vous pouvez avoir une majorité, même une majorité absolue d'une coloration politique qui ne représente pas une majorité au sein de la population. Donc il faut être extrêmement prudent. Roger, j'insiste là-dessus. Et qui plus est, je vais même plus loin, parce que c'est un argument qui a été avancé aussi à l'occasion de cette consultation, de la loi autorisant
en Catalogne, ce référendum, c'est que pour moi, je vais vous le dire très clairement, tout de go. Conditionner le maintien, l'appartenance à la nation ou la séparation définitive à une majorité simple qui pourrait varier d'une journée à l'autre, je dirais presque d'une heure à l'autre, en fonction de la conjoncture, en fonction de tout un ensemble de choses. Vous avez vu les conséquences que ça peut avoir? On l'a vu sur le Brexit, on l'a vu effectivement sur le référendum de l'Écosse dans l'autre sens. On pose des questions aux gens, si on les leur repose 15 jours après, ils n'ont plus forcément le même avis. Et ça suffirait pour défaire. Alors, un traité, s'agissant de l'Angleterre, qui le lie à d'autres pays européens, ça peut se concevoir. Mais s'agissant de la constitution d'un peuple, d'une nation multiséculaire, etc., qui pourrait, par un vote, je dirais, d'humeur, encore une fois, ou de conjoncture, briser tout cela sur un scrutin, donc parfois on pourrait se mordre les doigts, eh bien, je dis, ça pose quand même impression. Donc, question de la majorité simple qui est posée, et question de cette capacité, qui n'est pas une capacité permanente, à pouvoir exiger un scrutin d'autodétermination. Alors, on aborde l'actualité corse avec cette semaine, la rencontre à Paris entre les élus corses amenés par le président de l'exécutif, le ministre des Comptes publics Gérard Darmanin et Jacqueline Gouraud, qui est ministre auprès du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. Alors pour les élus, le compte n'y est pas, confirmation des restrictions budgétaires, perte substantielle des dotations et aucune garantie sur ces dotations pour l'avenir. Vous qui avez soutenu Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle, vous êtes d'accord avec cette politique-là? Attendez, qui s'applique à la Corse et puis à l'ensemble des régions également. Écoutez, d'abord, s'agissant de la politique vis-à-vis de l'ensemble des régions, je pense qu'il y a des débats qui vont s'engager, notamment à l'occasion du projet de loi de finances. Donc il faut laisser les parlementaires faire leur travail. Il y a peut-être des points qui seront corrigés. L'État, les engagements pris par l'État dans la continuité de l'État doivent être tenus. Cela va. Pas le cas. Non, attendez, cela va de soi. Donc il faut entendre les arguments de chacun. Donc, en l'occurrence, les fameux 450 millions, on peut en débattre, mais c'est un point sur lequel il peut y avoir débat. Reconnaissons tout de même que l'échange en quelque sorte de la DGD contre de la TVA va donner de fait, et c'est le point important, au-delà de ces discussions, des recettes plus dynamiques aux régions. S'agissant de la Corse... Parce que le calcul n'est pas tout à fait le même. Disons que le point de départ est plus bas, on va dire. Nettement plus bas, oui. Mais en l'occurrence, et bien sûr, la discussion n'est pas close. J'aurais tendance à dire, plus nous pouvons, bien évidemment, récupérer d'argent dans cette affaire-là, nous sommes du côté des régions. Mais encore une fois, il faut que tous les efforts, et notamment les efforts d'économie, soient équitablement répartis entre l'État et les collectivités. Ça va aujourd'hui. Sauf que pour l'instant, on a quand même le sentiment qu'il y a une distance qui se crée entre le pouvoir central et les élus locaux. Ça s'est manifesté probablement lors du vote du renouvellement du Sénat. Ça s'est manifesté lors de la conférence des présidents de région qui, eux, ont dit... Voilà, on a l'impression qu'il y a une cassure, qui est en train une distance qui est en train de se mettre entre le gouvernement, le pouvoir exercé par Emmanuel Macron et les élus locaux qui subissent des vagues. Là, il y a des coupes claires qui sont en train de se faire. Il y a les emplois aidés qui sont mal passés. Il y a d'autres mesures qui ont été prises immédiatement qui sont mal passées. Il y a la taxe d'habitation qui va quand même figer, geler de l'argent en moins pour les collectivités locales. Des ressources qui seront in fine de l'argent en moins pour les collectivités locales. Donc il y a beaucoup de questions qui sont posées parce qu'encore une fois, des économies doivent être faites. Ne perdons pas de vue que l'objectif de réduction des déficits pour l'État est je crois, un objectif auquel nous pouvons souscrire. En tout cas, je souscris, parce qu'il nous faut revenir à des déficits moins importants si nous voulons nous engager dans des discussions avec l'Allemagne et avec nos autres partenaires pour la construction d'une Europe plus forte. Il y a un prix à payer, c'est de consentir ces effectifs. Mais il faut encore une fois que l'effort soit équitablement réparti. Je ne suis pas certain, et c'est pour ça que les débats qui auront lieu au Parlement permettront peut-être d'améliorer la copie. Et puis bien sûr, pour nous, nous y viendrons peut-être, pour la Corse, il y a aussi des ajustements à l'occasion de la création de la collectivité unique. Et il est de bonne guerre que le président de l'exécutif, les présidents des conseils départementaux essaient de tirer le maximum de ressources en cette occasion. C'est-à-dire que les collectivités ne peuvent plus travailler sans argent. Ils ont des compétences de plus en plus importantes qui sont d'ailleurs décentralisées. Et puis, si les fonds, les financements ne vont pas avec, comment est-ce qu'on continue à investir? Comment est-ce qu'on continue à assurer les missions, les services publics? Absolument. Mais c'est la question qui est posée. Je crois aussi que ça nous renvoie à la gestion des années passées qui n'a pas toujours été, il
faut bien le dire, assez rigoureuse, on peut se le dire, dans les collectivités. La décentralisation a apporté tout ce qu'elle devait apporter. Elle a aussi libéré aussi la capacité à dépenser des collectivités à mesure qu'on transférait des compétences. Et quelque part, il faut revenir aussi à plus de rigueur. Mais je voudrais dire aussi que s'agissant de la collectivité unique, puisque c'est de cela dont il s'agira dans notre discussion ce soir, c'est que effectivement, ce sont aussi des points qui doivent être préparés. Donc, elle a été conçue et mise sur pied je dirais, à marche forcée. Hein, et effectivement, on a le sentiment qu'il peut y avoir un peu d'impréparation. Les élus ont-ils obtenu toutes les garanties nécessaires pour démarrer dans les meilleures conditions? Il y a un ancien ministre qui est proche de votre camp, qui est Jean-Michel Baillet, qui s'est exprimé cette semaine et qui disait que tous les engagements n'avaient pas été tenus. Pour lui, 1 + 1 + 1, c'est-à-dire 2 départements plus la collectivité, ça faisait même 4. 1 + 1 faisait 4. Et il dit aujourd'hui, le compte n'y est pas, les engagements qui avaient été pris par l'État ne sont plus tenus par ceux qui viennent maintenant. Et c'est quelqu'un de votre camp, Jean-Michel Bailly est proche de votre camp de pensée. Donc la préparation, c'est lui qui l'avait en charge. La préparation l'avait en charge. Si nous écoutons ce que dit Jean-Michel Bailly, l'État doit bien sûr tenir ses engagements. Est-ce que ces engagements, sur tous les points qui sont soulevés aujourd'hui, avaient été aussi bien et clairement fixés et actés, topés? C'est un point que l'on peut, question que l'on peut, là, vous reprenez un se poser. argument que José Rossi a posé également en disant mais les nationalistes finalement ils se sont souciés de mettre en place la collectivité unique parce que ça faisait disparaître le département et c'est un vieux combat. Il n'y avait que ça dans la préparation de la collectivité unique par le pouvoir territorial. Je ne prétends pas que la préparation s'est limitée à ça, mais en tout cas les objectifs poursuivis par les nationalistes, parce que c'est une vieille revendication de 30 ans chez eux, c'était bien cela, faire disparaître les départements, instaurer la collectivité unique. Mais le contenu des ordonnances, c'est le gouvernement qui l'a fait. Oui, certes, c'est le gouvernement, mais en discutant, qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas. En discutant avec la majorité nationaliste du moment, et effectivement, on a le sentiment qu'il fallait arriver, quoi qu'il arrive. Dans ce timing-là, avec bien sûr, donc avec des contraintes et probablement des approximations, une impréparation, je le redis, manifeste de ce dossier. Et d'ailleurs, sur un dossier bien précis qui est celui de la compétence au niveau des offices HLM, oui. On voit qu'aujourd'hui, entre l'État et la collectivité, il y a un hiatus, puisque cette semaine, le préfet a dit clairement que cette compétence pouvait être transférée à la CAPA d'Ajaccio, alors que la CTC pouvait justement la revendiquer. Et du reste, la CAP, qui est la collectivité, l'Interco bastiaise, n'en veut pas, elle, de cette compétence sur l'office HLM. Donc, il y a ces quoi que là aussi, cette partie-là n'est pas réglée au niveau des compétences, ou attireront-elles? Non, ça n'est pas réglé. Ça relève du principe de libre administration des collectivités. D'ailleurs, vous êtes élu à la CAB, si je ne me trompe pas. Vous n'en voulez pas de cette compétence pour des offices HLM? Écoutez, c'est un débat qu'il faut avoir effectivement à la CAB. Je n'ai pas d'avis tout à fait arrêté sur le sujet, mais en tout cas, ça mérite d'être posé. Les compétences des collectivités, des communautés de communes, et en particulier des deux grandes communautés d'agglomération de Corse, et quand même la question de ces compétences est posée sur la table. Surtout si, et nous y viendrons peut-être au moment où on parlera de la collectivité unique, on se rend compte qu'on va créer quand même dans cette collectivité une concentration des pouvoirs tout à fait inédite, considérable, qui peut conduire de fait à une mise sous tutelle des collectivités, et également à une forme d'hégémonisme des exécutifs, en l'occurrence nationalistes, donc ils font peser une menace même sur la démocratie. Donc nous sommes sur des questions extrêmement importantes. Sur le fonctionnement de la collectivité territoriale, on a vu cette semaine le clash entre le président de l'exécutif et le préfet, de diviser comme ça les responsabilités. Un coup en Haute-Corse, les HLM seront à la collectivité, un autre coup en Corse du Sud, c'est autre chose. C'est un sentiment de désorganisation et on a l'impression que l'État joue contre la collectivité de Corse. C'est pas votre impression? Où est la cohérence? Non, je n'ai pas le sentiment, je ne me permettrai pas de parler d'ailleurs au nom de l'État, mais le sentiment que l'État joue contre la collectivité. Le préfet s'en est expliqué et il a relevé que c'était ça relevait donc de la libre administration des collectivités, qui ne pouvaient pas s'opposer à cette volonté manifestée par la CAPA. C'est une réalité, il y a aussi une réalité juridique. Le contraire.
Jean-Michel Baillet avait dit exactement le contraire. Mais il faut croire qu'il y a des marges d'appréciation, y compris juridiques, dans les textes. Bon, cela dit, il y a certainement des corrections qui seront apportées à la création de la collectivité unique. Certains demandent des transferts de compétences vers les communautés de communes, par exemple. Est-ce que tout simplement ce gouvernement-là n'est pas moins favorable à la collectivité unique que l'était le précédent? Est-ce qu'il n'essaye pas de freiner des quatre fers sur tous ces sujets-là? Écoutez, la collectivité unique, elle est là. Hein, il était question de la repenser, de la revoir, d'en différer la mise en place. Et finalement, elle est là. Donc, il faut faire avec. Et je ne pense pas que le gouvernement soit spécialement opposé ou contre la collectivité unique. Alors, on aborde l'échéance territoriale avec une question qui vous concerne directement. Est-ce qu'à cette occasion, vous allez être candidat? Et si oui, à la tête d'une liste, de quelle manière? Ou sur une liste éventuellement? Alors, avant de parler de candidature des uns et des autres, il faut surtout revenir aux enjeux, je crois, de cette élection. Commençons par les enjeux. Quels sont les enjeux de cette élection? Bon, nous avons parlé de la collectivité unique. Donc, premier enjeu, c'est est-ce qu'on veut réussir ou est-ce qu'on veut un échec dans le lancement de cette collectivité? Nous l'avons dit, un certain nombre de menaces qui pèsent sur elle, les ressources financières, nous venons de l'évoquer, la concentration des pouvoirs qui appelle bien sûr des mesures pour corriger ce que je pourrais appeler un vice d'origine de création de cette collectivité qui a tout concentré dans les mains de la majorité et de l'exécutif. À ce propos d'ailleurs, je pense que, en effet, la Chambre des territoires, certes organe consultatif, que nous avons arraché véritablement de haute lutte, peut contribuer à une meilleure représentation des territoires précisément et à leur participation aux décisions, aux responsabilités, tout comme elle peut d'ailleurs, parce que c'est pas tout à fait innocent sur les conséquences notamment pour Bastia, aussi consacrer un statut politique pour Bastia. C'est le premier enjeu, c'est de le réussir, mais c'est le réussir dans toutes les dimensions. On ne va pas créer un monstre et on veut qu'à l'arrivée, il sorte une collectivité qui soit plus cohérente dans ses politiques, qui soit plus efficace, qui rende un meilleur service public à moindre coût. Concrètement, comment vous abordez l'échéance? Alors, première chose. Deuxième enjeu. Et là, ce deuxième enjeu va être encore plus structurant sur la stratégie politique territoriale, de ces territoriales pour les uns et les autres. Nous avons donc, et c'est la nouvelle donne, des nationalistes aux responsabilités au pouvoir et qui, je dirais, renforcés par leur succès aux législatives, ont poussé un cran plus loin, ont radicalisé leur discours et maintenant, très clairement, et nous revenons au propos initial sur la Catalogne, disent clairement, font référence, n'appellent même pas un référendum sur ce plan-là. Ils considèrent comme acquise le droit à l'autodétermination qui est inscrit en toutes lettres dans la plateforme et entendent bien que ce scrutin des territoriales soit quelque part une validation, un blanc-seing autour de cette notion d'autodétermination pour discuter avec le gouvernement et obtenir en 3 ans une autonomie interne qui n'a rien à voir avec l'autonomie dans le sens commun et à 10 ans une indépendance. Une fois que j'ai posé cette question-là, quel est l'enjeu principal ? Puisque les masques sont tombés et puisque les frontières entre modérés et indépendantistes se sont estompées et nous avons un bloc et nous faisons face à un bloc unique. Bon. Je dis que là, il est de notre devoir, de notre responsabilité d'hommes politiques, d'appeler à la constitution d'une majorité alternative rassemblant tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans l'évolution que l'on nous promet pour la Corse. Donc un front républicain, pour résumer les choses, c'est ça. Je sais que le terme est mal employé parce que le front, nous serions dans une position strictement défensive et nous ne sommes pas dans une position strictement défensive, nous sommes dans des visions, une confrontation de visions pour la Corse profondément différentes. Avec qui ? Alors j'y viens, il faut savoir, pour parler avec qui, il faut savoir pourquoi faire. Parce que c'est bien là la question. Sommes-nous tous d'accord pour aller vers la Constitution? Tous ceux qui ne se disent non nationalistes, je dirais même non séparatistes, puisqu'il ne faut plus parler de nationalisme, il faut parler de séparatisme. Vous aviez lancé un appel pour la fin septembre, me semble-t-il, un week-end, une grande réunion à Corté. Est-ce qu'elle a eu lieu? Qui est venu? Qui a répondu? La réunion en tant que telle ne s'est pas déroulée sous ce format-là. En revanche, les contacts bilatéraux se sont accélérés. À la suite, notamment, ils avaient démarré bien avant. Mais à la suite de mon interview sur Corse Matin, beaucoup se sont manifestés pour dire mais attention, mais nous sommes républicains, nous ne voulons pas
de l'indépendance, nous ne voulons pas d'autodétermination, et nous sommes d'accord que le véritable enjeu de ce scrutin, c'est pour ou contre l'autodétermination. Est-ce que ça prend forme? Parce qu'en 2017, oui, déjà, ça... vous aviez en mai, je crois, annoncé la création d'une plateforme, et puis bon, on n'a plus rien vu. La plateforme, et pour cause. Moi, je l'ai appelée, je crois, le 23 mai à la Constitution. Bon, il ne vous a pas échappé qu'il y a eu les législatives entre-temps, et très rapidement après, j'ai repris les comptes. J'ai repris les... Ah, mais les discussions durent depuis des mois, mais nous avons repris... Non, attendez. Il y a, au sein de chaque formation, bien évidemment, des logiques d'abord de se regrouper au sein de formations politiques. À ce propos, et c'est le point, c'est un des points importants. Plutôt l'éclatement que le regroupement aujourd'hui. Mais exactement, mais nous partons d'une situation totalement éclatée, balkanisée. Hein. Alors, ça peut paraître une gageure, mais je suis convaincu qu'aujourd'hui, justement, il est de la responsabilité de chacun de se situer au niveau des enjeux, c'est-à-dire de se rapprocher de l'autre, de se rassembler et de s'ouvrir, en commençant par son propre camp. Et c'est pour cela que j'ai appelé, si vous me laissez juste terminer, parce que c'est très important ce que je vais dire là, hein, rassembler le plus largement possible dès le premier tour. Alors, premier tour pour nous, j'y viens, pour nous, la stratégie, c'est de se tourner, c'est de se tourner vers la gauche, se tourner notamment vers la République En Marche. Pourquoi ? Et j'en viens à la République En Marche. Version Barra, version Orsouch, parce que là aussi, c'est la confusion la plus totale. Je vais vous y répondre tout de suite. C'est intéressant, Jean-Luc Carré, parce que la version Orsouchi-Orlandi de la République En Marche, c'est l'autonomie dans la République. Vous êtes d'accord avec cette formule ? Alors, laissez-moi justement vous répondre précisément à votre question, mais en même temps... devenu autonomiste ? Alors, attendez, il y a deux questions en une, mais la première c'est ça, c'est vers qui se tourner. Cet appel s'adressant à toutes les formations qui ne se reconnaissent pas dans les propositions nationalistes, bien entendu, c'est tourné vers des personnalités de dos gauche, de droite également, hein, c'est clair. À gauche, pour simplifier le propos, à la République En Marche, j'ai interpellé de manière assez claire, je crois, assez vive, la République En Marche qui n'avait pas clairement indiqué justement son option, c'est-à-dire est-ce qu'on est prêt à participer à cette majorité alternative, ou est-ce qu'au contraire on se laisse des portes ouvertes pour éventuellement rejoindre les nationalistes au deuxième ou troisième tour. Eh bien, quelle a été la réponse ? Je crois que j'ai eu une réponse, il m'a d'ailleurs contacté, nous avons pris contact et nous discutons amicalement avec Michel Barra, parce que sa réponse, elle a été claire. C'est-à-dire qu'on peut... Vous trouvez sur la liste avec Michel Barra. On peut aller vers plus d'autonomie. Il y a un consensus pour dire qu'encore une fois, si c'est utile, la décentralisation doit se poursuivre, et en Corse, elle a toujours un temps d'avance. On peut aller vers plus d'autonomie, mais c'est tout autre chose que d'envisager l'autodétermination, et qu'à cet égard, il fallait être très clair. Et je n'ai pas eu, je le dis bien, à la suite de mon interview, mais même dans leurs déclarations suivantes, Jean-Charles Orsouch et François Hollande, cette même souci de clarification, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans le flou. Ils ont certes dit, voilà, l'autonomie dans la République, c'est le point final et c'est pas un point de départ, sauf qu'ils n'ont absolument pas manifesté l'intention de se rassembler, d'abord de s'ouvrir à d'autres, de se rassembler pour constituer une majorité alternative. Or, je dis qu'aujourd'hui, si on ne choisit pas son camp, et si on ne s'inscrit pas clairement dans une volonté de constituer cette alternative, eh bien, de fait, on ouvre la voie à une victoire assurée des nationalistes. Et c'est ça qui est en jeu aujourd'hui et qui est débattu au plus haut niveau de l'État, à l'Élysée. En tout cas, il y a les autres forces de gauche. Excusez-moi, c'est important ce que vous venez de dire. Ça veut dire qu'au niveau de l'Élysée, il y a une stratégie pour mettre en place cette union républicaine. Je dis qu'à l'Élysée, aujourd'hui, il y a bien sûr une réflexion, et les événements de Catalogne ne manquent certainement pas de la rendre encore plus prégnante, sur le fait qu'aujourd'hui, toute idée de dire « Ah, on pourrait choisir, on pourrait discuter avec des gens avec qui on peut discuter, les nationalistes modérés, nous aurions eu Gilles Siméon, mis sans Jean-Guy Talamogne, nous aurions ci sans cela. » Mais aujourd'hui, tout ceci, c'est oublié, c'est dépassé, c'est plus d'actualité. Aujourd'hui, on a un bloc unique qui affirme très clairement le droit à l'autodétermination. Par voie de conséquence, il faut que les décisions et les positionnements soient tout aussi clairs. Donc c'est une intervention de l'État pour constituer ce front républicain. Non, je ne dis pas qu'il y a intervention. Je dis que ce débat, il intéresse, et il est normal qu'il intéresse aussi le plus haut niveau de l'État. Et ça nous donne la mesure des enjeux de cette élection. Voilà, les masques sont tombés, et aujourd'hui, il faut pouvoir mettre un coup d'arrêt à ce processus qui est enclenché, qui nous amène tout droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Pour être clair, vous seriez en marche avec Michel Barra, mais pas forcément avec Jean-Charles Orsouch et François Hollande.
Alors, encore une fois, ce ne sont pas les individus que je connais très bien pour les uns et les autres. François Hollande y a même été mon suppléant aux dernières élections, avant-dernières élections législatives. Donc, ce sont des gens avec qui j'ai entretenu des relations d'amitié. Mais aujourd'hui, il faut avoir le courage politique de dire les choses. Soit on considère que l'avenir, il est encore du côté de Gilles Simeoni, etc., et on se ménage la possibilité de se joindre à une majorité dite progressiste avec les nationalistes, sans partager leur point de vue. Bon, exemple Emmanuelle De Gentili, je ne veux pas la citer, mais elle a fait une apparition médiatique. Donc voilà, c'est un choix. Bon, soit parce qu'il n'y a pas de position intermédiaire qui soit utile dans cette élection, soit on n'a pas ce point de vue, et à ce moment-là, à défaut de vouloir faire une candidature de figuration, de témoignage pour espérer emporter quelques sièges, il faut à ce moment-là dire clairement que l'on est capable de discuter avec d'autres partis. J'imagine, François Tate, il sera inclus dedans ? Mais écoutez, moi je n'ai d'exclusif contre qui que ce soit. Je suis en train de dire qu'aujourd'hui, il faut dépasser les rancœurs, dépasser les divisions, etc., pour espérer... Pourquoi pas, encore une fois ? Juste une dernière question. L'enjeu, c'est vraiment l'indépendance aujourd'hui ? Vous pensez que c'est vraiment l'enjeu de la collectivité unique, que c'est vraiment le sujet principal qui intéresse les électeurs ? Mais justement, c'est bien là le paradoxe, c'est que je considère que ça n'est pas le sujet principal qui intéresse les électeurs. C'est une confiscation du débat. Les nationalistes, encore une fois encouragés par leur victoire précédente, veulent faire porter le débat uniquement, regardez la plateforme qui fait 15 pages, il n'y a que la question de l'autodétermination, il n'y a rien en termes de programme, et du coup, il y a une confiscation du débat. Au lieu d'apporter les réponses concrètes aux Corses, on leur dit c'est l'autodétermination. Si vous votez pour nous, c'est l'autodétermination. Eh bien, on arrive à la deuxième partie de l'émission. Quelqu'un va pouvoir vous répondre notamment sur ce point. C'est notre contrabunte et ce soir, c'est Éric Simoni, membre de l'exécutif de Corsica Libre, qui fera le rôle du contradicteur. Bonsoir Éric Simoni et merci de votre présence avec nous. Vous avez maintenant 10 minutes pour débattre avec Jean Tsoukaréli. Je vous demanderai des interventions assez courtes pour qu'il puisse y avoir débat. Alors, bon, j'ai bien entendu Jean Tsoukaréli, je l'avais déjà entendu et lu aussi dans ses interviews les plus récents. Évidemment, je suis pas très étonné par ses positions concernant la Catalogne, concernant l'autodétermination. Je rappelle quand même que l'autodétermination, c'est simplement le droit de s'exprimer pour un peuple, indépendamment de toute pression. Et en fait, c'est ni plus ni moins que la démocratie. Et donc, je ne suis pas étonné du tout. Je pense aussi que M. Tsoukaréli, aujourd'hui, élude complètement tout ce qui a été fait par la collectivité territoriale, par la majorité actuellement en place, pendant moins de 2 ans. Et en moins de 2 ans, il a été fait plus qu'en des décennies de gabegie, en des décennies d'errance par les gens dont M. Tsoukaréli est l'héritier au niveau du système qu'il représente. Donc ça, c'est pour nous un acquis, et je crois que la Corse doit avancer, je crois qu'elle va vers un avenir qui devrait être un avenir de paix, un avenir serein, et je trouve que la position de M. Tsoukaréli, en l'occurrence, avec la réactivation d'un front républicain qui nous rappelle la CFR de triste mémoire, la position de Tsoukaréli est une position dangereusement extrémiste, une position qui d'ailleurs, ils viennent de nous le dire, est téléguidée par Paris. C'est pas un scoop, nous on le savait déjà. Il n'y a qu'à voir la position du préfet récemment à quelques encablures d'une élection territoriale. Vous m'excuserez, mais la neutralité de l'État dans cette affaire, la fameuse neutralité, elle laisse un petit peu à désirer. Alors ça, c'est uniquement pour un petit peu placer le débat et expliquer ce en quoi nous croyons et vers quoi nous nous projetons. Simplement, je voulais poser une question à M. Tsoukaréli, parce que tout ça procède d'un déni de la réalité, des réalités humaines d'une nation, comme ça existe en Catalogne, et ce déni de réalité, il se prolonge par un déni de démocratie. On a vu les images, on a envoyé la garde civile, bientôt on risque d'avoir une guerre civile au cœur de l'Europe occidentale à cause de ces positions extrémistes de défense bec et ongle des États-nations contre les nations réelles. Moi, ce que je demande à M. Tsoukaréli aujourd'hui, c'est qu'il semble avoir évolué vers des thèmes comme l'autonomie
en le vidant de son contenu, bien entendu, on connaît l'exercice, c'est une autonomie sans pouvoir autonome, donc c'est n'importe quoi, c'est une escroquerie intellectuelle, mais en même temps, je voudrais lui poser une question pour savoir s'il a avancé sur un thème. C'est pas une question piège, et j'aimerais qu'il réponde positivement, parce que nous, on n'est pas pour ces clivages-là. Je voudrais savoir si aujourd'hui, il considère qu'il existe un peuple corse. Alors, je vais vous répondre très clairement. Vous parliez à l'instant de... On peut répondre par oui ou non, hein, déjà. Je vais vous répondre par oui ou non, mais comme vous avez parlé beaucoup non, mais auparavant... c'est pas pour vous interrompre. Non, mais j'ai 2-3 précisions, rectifications à apporter. D'abord, l'héritier de tous ceux qui ont été au pouvoir pendant 40 ans, permettez-moi de réfuter cette assertion, puisque quand nous sommes revenus aux responsabilités en 2010, ça faisait 26 ans que la gauche n'était plus, c'est-à-dire pour ainsi dire en dehors des 2 premières années de l'Assemblée de Corse, 82-84, nous n'avions plus été à proprement parler aux responsabilités à la collectivité territoriale. Donc je pense que vous avez une vision... la gauche et la droite. Oui, mais vous avez quand même une vision un peu raccourcie de l'histoire. Deuxième chose, quand vous dites qu'il y a des nations réelles par rapport à des États-nations qui ne représenteraient plus rien, je conteste fondamentalement cette vision. Ce sont des réalités humaines. Mais ce sont des réalités humaines, ce sont vos réalités humaines. Culturelles. Non. Il y a des réalités culturelles qui ne font pas forcément des nations et des peuples au sens juridique du terme, qui imposent, à notre sens, effectivement, une nation, un peuple, c'est une solidarité absolue. Il a fallu des siècles, parfois, pour constituer de grands États qui doivent nous permettre d'ailleurs de se rapprocher d'autres grands États pour créer cette Europe. Cette Europe des nations n'existe pas aujourd'hui. Mais justement, nous la construirons, pas Monsieur à Simon. À cause de la raison d'État qui s'oppose à l'intérêt des populations. Et quand on empêche les populations de voter au cœur de l'Europe occidentale... Vous me laissez répondre, sinon vous n'aurez pas votre question par oui ou par non. Laissez-moi terminer. Nous considérons... Et le fait que vous utilisiez toutes ces circonlocutions pour répondre, pour savoir si... Le peuple corse, que vous devrez considérer comme votre peuple, existe ou non, ça devrait éclairer les gens. Non, moi je vais vous dire, il n'y a pas de peuple corse au sens juridique du terme, c'est-à-dire au sens international, qui ouvre de fait le droit à l'autodétermination et le droit à que les masques, effectivement, sont tombés, comme vous l'avez dit. Les Corses sont éclairés sur le projet que vous avez pour leur Les masques sont tombés sur l'unité du mouvement nationaliste. 40 à 50 ans en arrière, et les Corses, ils ont besoin d'avancer aujourd'hui. Ils n'ont pas besoin de se retrouver dans la situation d'il y a 40 ou 50 ans. Vous avez le sentiment que d'enfermer la Corse, la priver de la solidarité. La Corse, elle n'a jamais autant rayonné que depuis qu'elle est nationaliste. Il n'y a jamais autant eu d'ouverture sur l'extérieur. Le respect de la démocratie, c'est de laisser votre débatteur vous répondre. Ce que je veux dire, c'est que vous croyez vraiment que l'avenir de la Corse, il est de se séparer d'une grande nation qui lui apporte notamment la solidarité et qui, ce faisant, est dans l'Europe. Et dans l'Europe. Non, il est dans l'Europe. Mais nous construirons l'Europe en la construisant. Nous ne construirons pas l'Europe en affaiblissant les États. Vous savez bien qu'aujourd'hui, nous construirons l'Europe. Vous savez bien qu'aujourd'hui, le problème, ce n'est pas le problème de l'indépendance. Le contrat de mandature des nationalistes ne porte pas sur l'indépendance. Vous avez agité des peurs comme il y a 40 ou 50 ans. Comme il y a 40 ans. Non, mais nous sommes indépendantistes et nous n'avons pas vocation de ne pas l'être. Notre plateforme, elle n'est pas le point d'équilibre. Vous savez bien que ce n'est pas l'indépendance. Non, le point d'équilibre, il n'y a pas de point d'équilibre. Vous le savez bien, il y a un point d'équilibre qui est la liberté du peuple de choisir son destin, parce qu'il y a un peuple corse. Et vous dites qu'il n'y a pas de peuple corse. Vous maintenez qu'il n'y a pas de peuple corse. Si je peux terminer, il n'y a pas de peuple au sens juridique. Il y a un peuple de Corse, il y a une population corse, et il y a un sentiment d'appartenance des Corses, moi j'appelle ça les Corses, d'accord, à effectivement une communauté et avec des attachements, avec une culture, avec une langue que nous devons défendre. Une culture que nous devons défendre, parce que notre projet, c'est une Corse qui s'ouvre. Votre projet, c'est barrer la route aux nationalistes. C'est pas un projet politique, ça. C'est pas des perspectives. Vous n'avez pas de projet politique. C'est une Corse prospère. Votre projet, c'est de faire alliance avec d'autres sur ordre de Paris pour barrer la route aux nationalistes. C'est grave. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. J'ai bien entendu. Il est normal que l'État, quand on
normal. on met en cause l'intégrité, l'unité de la nation, se préoccupe de certains événements. On en est encore là 40 ans après, 50 on n'en est ans plus après, que jamais là. Quand il y a des mouvements qui visent à désintégrer, à morceler les États, et je précise que ma vous êtes dans un faux débat et vous êtes vision de la construction européenne, vous donnez elle une se fera vision elle se fera autour d'États qui se seront rapprochés, les États, notamment le noyau de l'Europe, qui se seront rapprochés. Et si vous morcelez ces mêmes États aujourd'hui, vous avez un effet extrêmement perturbateur. Regardez aujourd'hui, vous avez le sentiment que l'Europe progresse avec les menaces sur la Catalogne ? Du tout. Est-ce que vous avez l'impression que les Européens sont rassurés ? Mais ce sont les États centraux qui ont trahi l'Europe. Et que les Catalans, et que beaucoup de Catalans sont rassurés. Qui ont été incapables de créer un sentiment d'appartenance européenne. Alors que les Catalans ont un projet européen. Les Écossais ont un projet européen. Le Brexit, c'est pas les Écossais, le Brexit. Les banques catalanes. C'est pas les Écossais qui veulent leur indépendance. Les banques catalanes quittent la Catalogne. Vous trouvez ça normal ? Mais c'est n'importe quoi. C'est un chantage. C'est un chantage éhonté. Pourquoi vous croyez que si la Catalogne demain arrivait à faire valoir ses droits, ça l'empêcherait d'être dans l'Europe? Non, elle ne serait pas dans l'Europe. Mais pas du tout. Mais pas du tout. L'Europe serait obligée d'avoir la Catalogne, vous le savez bien. Non, les Catalans, comme d'autres régions actuellement d'Europe, ont un programme européen, ont un projet européen, une Europe solide, une Europe politique que les États centraux ont trahi. D'ailleurs, cette Europe politique, elle aurait empêché bien des errements. C'est la vraie Europe, avec des gens qui ont un sentiment d'appartenance européenne. Demandez à un Français moyen aujourd'hui s'il se sent européen. Et vous verrez, les États centraux ont distillé un venin anti-européen auprès de leur population. Et en plus, elles essayent de mettre sous l'été noir par la force brutale, ce qui ne s'est jamais vu depuis les années 40. Vous avez surfé sur les crises. L'espoir des peuples. J'aurais voulu vous interroger. Vous êtes pour ça. Vous êtes un extrémiste, monsieur. Je conclus. Je pense que vous êtes les représentants du passé. C'est vous les représentants du passé. Nous, on représente l'avenir et l'espoir. Et l'avenir, ce sont des régions plus autonomes. C'est des régions plus autonomes, mais qui restent au sein d'États-nations qui leur garantissent une solidarité absolue. Et deuxième point, j'aurais voulu dire aussi que sur Bastia... C'est obsolète et c'est gravissime pour l'Europe de camper sur des positions qui sont aussi extrémistes. Non, j'aurais voulu l'interpeller sur vos propos concernant le port de la Carbonite. On y reviendra peut-être sur Bastia. Vous avez affirmé la disparition. Le port de la Carbonite, c'est un vaste débat et nous y reviendrons, j'espère. J'espère que nous y reviendrons. Merci Eric Cibol, merci à tous les deux pour ce débat animé. Vous allez maintenant laisser la place à mes deux confrères qui reviennent pour la troisième partie de l'émission avec le débriefing. Et Alexandre Sanguinetti, qui inaugure l'exercice, va s'y atteler le premier. C'est à vous, Alexandre. Écoutez, Jean de Socaril, j'ai l'impression que vous êtes l'héritier d'une tradition politique, l'héritier de votre père, pour ne pas le dire, évidemment. On l'a bien compris au cours de cette émission, au cours du débat qui vient de se produire, notamment dans votre positionnement politique sur la notion d'autonomie. Je ne parle même pas de celle d'indépendance, mais donc vis-à-vis des forces nationalistes. Sur la ville de Bastia, on n'en a pas beaucoup parlé. Vous avez sans doute du biscuit. Il y a quelques personnes, effectivement, dans la rue qui commencent un petit peu à revenir d'élections nationalistes sur la ville. Pour autant, on n'a pas l'impression que vous soyez le recours pour les municipales. Alors, au niveau régional, j'ai pas l'impression non plus que vous vous positionnez de cette façon-là dans l'ambiance politique actuelle. Des nationalistes presque unis, une droite divisée, une gauche atomisée, qu'a priori, vous ne semblez pas pouvoir rassembler. J'ai l'impression en fait que vous faites plus de la politique, je dirais, par devoir que par conviction. Roger, après vous répondez. Très rapidement aussi, vous avez à plusieurs reprises dans la première partie de cette émission employé l'expression les masques sont tombés à propos des nationalistes. Le vôtre est tombé et le visage, je dirais, est sans surprise. Vous êtes dans le camp des républicains, des non-séparatistes. Vous avez tracé cette ligne aujourd'hui, ce qui peut faire du monde, mais qui reste quand même tout de même dans le climat actuel d'un contour assez mouvant aujourd'hui. Il me semble qu'on ne se pose plus ainsi tellement la question de savoir ce que signifie être républicain en Corse aujourd'hui, ni même ce qui peut rester d'une gauche républicaine dans cette île. Le débat me semble-t-il ailleurs. On parle de régionalistes, d'autonomistes, d'indépendantistes, moins fréquemment de républicains, ou alors noyés dans une phrase. Je me demandais, Jean Toucarel, par rapport à cette position-là, si vous n'avez pas le sentiment aujourd'hui de prêcher un peu dans un désert et de vous retrouver
retrouver isolé parmi les politiques et singulièrement parmi les forces de gauche que je qualifierais de progressistes. Mais deux questions, oui. Alors d'abord, vous avez dit, est-ce que je fais de la politique par devoir ou par conviction, mais par conviction et par devoir. C'est justement par devoir que vous exprimez des convictions. Hein, c'est par devoir et par conviction. Voilà. C'est d'ailleurs pour moi tout le sens d'un engagement politique, hein, qui n'est pas au service de l'intérêt de quelques-uns, de son propre intérêt. Voilà. C'est de faire ce qui nous en... Vous avez vraiment envie de gagner ces élections territoriales à venir, écoutez, municipales ensuite? Oui, envie de gagner, et en tout cas envie de faire triompher nos idées, parce que je pense que la Corse est à un moment crucial, et qu'il faut contribuer, et moi mon rôle c'est de contribuer à prendre conscience des véritables enjeux, et d'œuvrer, chacun à sa place, d'œuvrer à la constitution de cette majorité alternative. Voilà. Mais effectivement, pour répondre à la question de Roger, je ne me sens nullement isolé. J'ai plutôt le sentiment qu'avec cette radicalisation des positions nationalistes, les contacts se sont multipliés sur tous les bords de l'échiquier politique. C'est ça qui m'a frappé, moi. C'est que j'ai été appelé de toutes parts. C'est pas Jean Tsoukaré, je m'en fiche que ce soit Jean Tsoukaré. Ce qui m'intéresse, c'est que quand quelqu'un dit des choses et contribue à expliquer clairement, d'autres l'ont repris. Hein, José Ross, Jean-Martin Mandela, on va. Mais par rapport, mais au-delà de la présence sur une liste, qui, si nous représentons un courant important, se justifie, parce que la politique, c'est d'être aussi en cohérence dans la représentation, dans ce que l'on peut représenter démocratiquement, et la représentation qui en est donnée. Mais le point n'est pas là. Moi, aujourd'hui, mon souhait, c'est de faire en sorte que cette élection puisse marquer un coup d'arrêt à, appelons-la, cette dérive de revendications qui s'écartent très éloignement et qui font que tous les autonomistes, quel que soit le degré, les régionalistes, les républicains, souvent qualifiés de jacobins dont nous ferions partie, finalement se rendent compte qu'ils sont extrêmement proches dans leur vision vis-à-vis des nationalistes. Il nous reste 6 minutes pour parler de Bastia. Oui. Vous êtes opposant, conseiller municipal d'opposition, et vous critiquez la municipalité en disant qu'elle ne fait que réaliser finalement des projets qui avaient été décidés par celle de votre père. Est-ce que vous auriez fait différent, vous ? Nous n'aurions pas forcément fait tout différent. D'abord, nous aurions fait ces 3 années ce qu'ils feront partiellement entre 2019 et 2020. Ça veut dire que dans les 3 années suivantes, nous aurions entamé d'autres projets. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que cette majorité, d'accord, elle a divisé par 2 les ambitions de Bastia, et dans un monde de plus en plus concurrentiel, où tout s'accélère, tout va très vite, faire perdre 3 ans à Bastia, c'est catastrophique. Voilà. Je dis que Bastia, otage des ambitions des uns et des autres, marchepied de la conquête du pouvoir régional, se retrouve aujourd'hui extrêmement pénalisé, avec un avenir hypothéqué. Les projets, vous le savez, c'est tous les projets structurants. Hein, le parking Gaudin, la voie douce. Attendez, il est en cours, mais il commence à quelle date? Il ne vous a pas échappé que nous étions en responsabilité en mars 2014. Tout ce temps a servi à quoi? À rien. Et Bastia a régressé. À rien. À sanctionner les automobilistes, hein, sans proposer de places de parking. Et je peux multiplier une ville qui est sale de la vie de tous les Bastiais. Bref, aujourd'hui, vous disiez quelques personnes quand même manifestent et regrettent. Non, ce n'est pas quelques personnes. D'accord ? C'est une voix générale qui se lève pour dire que beaucoup de gens regrettent, y compris ceux qui ont favorisé l'accès aux responsabilités nationalistes dans cette coalition improbable, regrettent ce temps antérieur. Mais on ne regarde pas vers le passé, nous regardons vers l'avenir. Et une hypothèque importante, donc des retards, des projets écartés, et surtout une hypothèque importante, j'aurais voulu en parler avec Éric Simogne, le port de la Carbonite. Vous vous rendez compte que les premiers coups de pioche auraient pu être donnés en fin 2018 ou 2019, oui. Et non seulement nous n'avons même pas un projet alternatif. Nous n'avons même pas un projet alternatif. Mais il était contraint. Vous le financez comment? Aujourd'hui, le cadre budgétaire contraint, on voit les dotations qui diminuent en permanence. Mais il était autofinancé. Il était autofinancé. Un port privé, alors? À 80%. Absolument pas. Il était autofinancé, la maquette, elle était autofinancée. La collectivité de Corse à 80%. Les moyens de financer un projet aussi important? Absolument. Surtout que c'est un projet qui peut être réalisé en plusieurs phases, mais dans son extension maximale à plus de 500 millions d'euros, il était financé.
On sera beaucoup plus à 500 millions d'euros, vous savez bien. Non, aujourd'hui, non, pas du tout. Aujourd'hui, non, parce que les techniques évoluent, tout peut évoluer, et surtout, on peut phaser. Et nous avions à l'époque le financement. Voilà, vous aviez des financeurs qui étaient prêts à actionner ces financements dès, je dirais, le lendemain de la confirmation, et notamment si nous avions gagné en 2014. Où en sommes-nous aujourd'hui? Vous connaissez le projet? Non. Nous apprenons par Éric Simogne et Corse Galibre que ce projet est abandonné. On interpelle l'exécutif municipal et territorial concerné, maître d'ouvrage, qui disent mais non, on poursuit les études. Et pendant ce temps-là, rien ne peut se faire à Bastia. Parce que chaque fois qu'on lance une étude sur un quartier, on dit oui, mais il faudra attendre de savoir s'il y a la carbonique, parce que sinon il faut repenser la ville complètement. Comment voulez-vous que cette ville avance? Voilà. Et les Bastiais ont été pris en otage dans cette élection. La municipalité est donc inactive, la ville est extrêmement pénalisée, et double peine, elle risque d'être ravalée au rang de sous-préfecture par la collectivité unique. Nous en revenons au débat pour faire en sorte que Bastia, effectivement, acquiert, c'est l'État qui décidera si ça devient une sous-préfecture, pas la collectivité territoriale. Non, vous le savez très bien. D'ailleurs, l'État, pour l'instant, a maintenu la préfecture. Mais l'image d'une sous-préfecture... On en parle aussi, ça vous inquiète? Dans le cadre de la position de Bastia en Corse, la possible disparition de la cour d'appel. Mais ça, c'est l'État encore. Mais ça, c'est l'effet domino. Parce que l'État, il se rationalise, il regroupe. Et si on ne pose pas pour principe que dans une région comme la Corse, on peut avoir... Parce que ce n'est pas l'avenir de regrouper avec les moyens actuels de communication, de vidéo, etc., de dire que tout doit être concentré en un point, que le centre de pouvoir doit être en un point. Eh bien, nous allons arriver, effectivement, dans un délai très bref, à ce que Bastia perde tous ses services, qu'ils soient de l'État administratif, de la région. Voilà. Donc ce ne sera pas sans conséquence. Et dans le même temps, on l'a pénalisé sur les grands projets économiques et sur le développement urbain. Je dis qu'aujourd'hui, Bastia traverse une très mauvaise phase et que c'est malheureusement la première expérience de la gestion sur 3 ans, d'une gestion des nationalistes. Votre relation avec la CAB, on a bien compris que la municipalité, ce n'était pas facile, mais avec la CAB, la communauté d'agglomération de Bastia, c'est plus facile, plus évident, plus souple? La CAB, le premier point qu'il faut relever, et ça nous ramène au rôle des intercos, c'est que la CAB a été totalement paralysée pendant 3 ans. Comment voulez-vous juger de l'action de la CAB qui, l'année dernière, a investi 500 000 euros quand elle a investi 15 ou 20 millions d'euros? Elle a été totalement gelée. Pour un problème de gouvernance. Et on sait pourquoi. Donc il faut bien voir que cette élection à Bastia, en dehors des conséquences qu'elle a pu avoir au plan régional, elle a d'abord totalement paralysé la ville et la CAB. Maintenant, nous regardons devant. Et avec nos amis, nous avons créé une structure, une association pour préparer le projet et la reconquête de 2020. Eh bien, Jean Zuccarelli, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, de nous avoir fait quelques déclarations qui sans doute feront l'objet de débats. Roger, Alexandre, merci également à vous. Contraste est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Intanto, buona settimana, buonasera a tutti.